Il était une fois, dans une grande ville animée, un milliardaire nommé Yaïra. Il avait tout ce dont un homme pouvait rêver, des voitures de luxe, un manoir et plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser. Mais malgré toute sa richesse, Yaïra se sentait seul. Il savait que les gens ne voyaient que son argent et son pouvoir, pas son cœur. Yaïra avait eu de nombreuses relations, mais aucune des femmes ne l'aimait vraiment. Elles étaient toutes attirées par sa richesse, pas par l'homme qu'il était à l'intérieur. Plus cela se produisait, plus Yaïra se sentait vide. Il voulait quelqu'un qui l'aimerait pour qui il était réellement, et non pas parce qu'il pouvait leur acheter des choses chères. Un jour, Yaïra eut une idée. Il allait abandonner sa vie luxueuse et se faire passer pour un mendiant infirme. Il pensait que s'il pouvait rencontrer quelqu'un qui prendrait soin de lui alors qu'il semblait pauvre et sans défense, cette personne pourrait vraiment l'aimer. Yaïra parla de son plan à ses parents, et ils s'inquiétèrent beaucoup. Sa mère, une femme d'affaires bien connue, et son père, un puissant politicien, essayèrent de le dissuader. « Yaïra, tu pourrais être reconnu. Que se passerait-il si quelqu'un de dangereux découvrait qui tu es? Tu pourrais être kidnappé ou blessé, dit son père, sa voix remplie d'inquiétude. Je serai prudent. Je vais très loin, dans un endroit où personne ne me connaît, rassura Yaïra. Il était déterminé à trouver l'amour véritable, peu importe les risques. Sa décision était prise. Il quitta son manoir et se rendit dans un petit village loin de la ville. Là, il s'habilla de vieux vêtements déchirés et s'assit dans un fauteuil roulant. Il se plaça dans un coin de rue tranquille, espérant que personne ne le reconnaîtrait. La main tendue, il commença à mendier. « Aidez-moi, s'il vous plaît », murmura-t-il, espérant que quelqu'un s'arrêterait. Il se sentait nerveux et vulnérable. C'était la première fois de sa vie qu'il demandait quelque chose à des étrangers. Pendant des jours, Yaïra resta sur la rue, regardant les gens passer. La plupart ne lui jetaient même pas un regard. Certains lui lançaient un coup d'œil rapide avant de s'éloigner en hâte. Il ne s'était jamais senti aussi invisible de toute sa vie. Mais un jour, une fille nommée Marie passa par là. Marie était différente. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, avec des yeux doux et un esprit gentil. Elle n'avait pas grand-chose elle-même. Sa famille était pauvre et son père, Roland, travaillait dur dans leur petite ferme pour joindre les deux bouts. Mais malgré ses difficultés, Marie trouvait toujours un moyen de sourire. Alors que Marie passait devant Yaïra, elle le remarqua assis dans son fauteuil roulant, l'air fatigué et affamé. Son cœur se radoucit. Elle s'arrêta et se pencha, regardant dans ses yeux. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de sollicitude. Yaïra fut pris par surprise. Cela faisait des jours que personne ne lui avait parlé. « J'essaie juste de m'en sortir », dit-il, essayant de paraître faible. Marie regarda dans son petit sac à main. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas partir sans l'aider. « Tiens », dit-elle en lui tendant quelques pièces. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. » Yaïra sentit une boule dans sa gorge. Sa gentillesse le toucha d'une manière que l'argent n'avait jamais fait. « Merci », murmura-t-il. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. » Marie sourit doucement. « As-tu un endroit où rester ?» demanda-t-elle. « Non », dit-il, se sentant un peu coupable de mentir. Marie réfléchit un instant. « Je vis avec mon père. Notre maison est petite. J'aurais aimé t'aider, mais je ne sais pas si mon père sera d'accord. » Marie se hâta de rentrer chez elle, le cœur lourd d'inquiétude pour le mendiant qu'elle avait rencontré. En entrant dans leur petite maison, elle trouva son père, Roland, se reposant après une longue journée de travail à la ferme. Son visage, bien que marqué par des années de labeur, portait toujours la chaleur et la bonté qu'elle aimait tant. « Papa, j'ai rencontré quelqu'un au village aujourd'hui », commença Marie, hésitante. Un homme, un mendiant assis dans un fauteuil roulant. Il avait l'air si fatigué et affamé. Les yeux de Roland s'adoucirent en l'écoutant. « Que as-tu fait, Marie ?» Je lui ai donné une partie de l'argent qu'il me restait, mais il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, expliqua Marie. J'aurais voulu l'aider, mais je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire. Aurais-je dû faire plus? Roland soupira profondément, réfléchissant à l'homme que Marie lui décrivait. Tu ne peux pas le laisser seul dehors cette nuit, dit-il finalement. Personne ne devrait souffrir alors que nous avons un toit sur la tête. Retourne le chercher, nous lui ferons de la place ici. Marie sourit, reconnaissante pour la compassion de son père. Sans perdre de temps, elle prit son châle et retourna à l'endroit où elle avait laissé l'homme. Quand elle revint, Yaïra était toujours assis dans son fauteuil roulant,
l'air perdu dans ses pensées. Elle s'approcha de lui doucement, sa voix douce traversant l'air du soir. « Mon père a dit que tu ne peux pas rester seul ici cette nuit, » dit-elle gentiment. « Viens avec moi, nous te donnerons un endroit pour dormir. » Yaïra cligna des yeux, surpris par cette offre. Il ne s'attendait pas à une telle gentillesse de la part d'étrangers, et son cœur se gonfla d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-il. « Tu n'as rien à dire, » répondit Marie avec un sourire bienveillant. « Laisse-nous juste t'aider. » Avec l'aide de Marie, Yaïra se rendit dans sa petite maison modeste. En franchissant le seuil, il ne put s'empêcher de ressentir une chaleur et une sécurité qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. Marie et son père avaient si peu, pourtant ils étaient prêts à partager ce qu'il avait avec un homme qu'il ne connaissait à peine. Alors que Yaïra s'installait dans la modeste chambre qu'il avait préparée pour lui, il réalisa que peut-être, juste peut-être, il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Mais avec son cœur plein de gratitude, il ressentait aussi un sentiment croissant de culpabilité. Il vivait un mensonge, prétendant être quelque chose qu'il n'était pas. Yaïra passa sa première nuit dans la maison de Marie et Roland, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. La chambre était petite, mais propre et accueillante. Alors qu'il s'allongeait sur le mince matelas, il écoutait les bruits de la nuit, le chant des grillons et le doux bruissement des feuilles à l'extérieur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en sécurité. Marie lui apporta un bol de soupe chaude, et Yaïra savourait chaque gorgée. Elle s'assit au bord du lit, ses yeux remplis de bonté. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, » dit-elle. « Nous voulons t'aider. » « Merci, » répondit Yaïra, sa voix à peine un murmure. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. » Au cours des jours suivants, Marie et Roland prirent soin de Yaïra. Ils l'aidèrent avec ses besoins quotidiens et même firent un petit jardin pour qu'il puisse s'y asseoir. Yaïra appréciait passer du temps avec Marie. Elle était drôle et intelligente, et il se mit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, Marie le regarda avec inquiétude. « Tu sembles parfois triste, » dit-elle. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Yaïra voulait tout lui partager, mais il se retint. « Je suis juste reconnaissant d'être ici, » répondit-il en forçant un sourire. « J'ai traversé beaucoup de choses. » Marie hocha la tête, mais Yaïra pouvait voir qu'elle voulait en savoir plus. Il ressentit une douleur de culpabilité. Comment pouvait-il profiter de ce bonheur tout en cachant qui il était vraiment? Pendant ce temps, en ville, les parents de Yaïra étaient de plus en plus inquiets. Ils n'avaient pas eu de nouvelles de lui depuis son départ, et ce n'était pas dans ses habitudes de sortir sans son téléphone. Chaque soir, sa mère s'asseyait près de la fenêtre, priant pour la sécurité de son fils, le cœur serré d'inquiétude. « Où peut-il être ?» se demanda-t-elle à haute voix, la voix pleine d'émotion. « C'est notre fils unique, il aurait dû nous dire où il allait. » Le père de Yaïra essayait de rester calme pour sa femme, mais il ne pouvait cacher son inquiétude. « Je suis sûr qu'il va bien, » disait-il, même s'il sentait un nœud dans son estomac. « Il prend probablement juste une pause, tu sais comment il est. » Mais chaque jour sans nouvelles les rendait plus anxieux. La mère de Yaïra pleurait souvent, priant pour qu'il soit en sécurité, où qu'il soit. Un soir frais, Roland s'assit à côté de Yaïra dans le petit jardin. Il voulait lui demander depuis un moment comment Yaïra s'était retrouvée en fauteuil roulant. Yaïra fit une pause, le cœur battant, puis raconta son histoire. Il avait eu un accident quelques mois auparavant, sa voiture avait dérapé hors de la route. S'il avait eu la chance de survivre, ses jambes avaient été gravement blessées. Yaïra expliqua que les médecins lui avaient dit qu'il pourrait marcher à nouveau, mais qu'il avait besoin d'une opération bien trop chère pour lui. Roland ressentit une profonde sympathie, c'était une épreuve terrible à traverser. Yaïra essayait de masquer sa douleur, mais Roland la voyait. Il décida en son cœur qu'il ne pouvait pas laisser Yaïra continuer ainsi, il devait faire quelque chose. Le lendemain matin, Roland prit Marie à part pendant le petit déjeuner. Il lui parla de l'état de Yaïra et de son besoin d'une opération. Il n'avait pas assez d'argent, mais Roland suggéra qu'il commence petit. Ils pouvaient vendre une partie de la production de leur ferme, des fruits, des légumes, peut-être même du bétail. Cela ne couvrirait pas tous les frais d'un coup, mais ce serait un début. Marie admirait la générosité et la détermination de son père. Il n'avait pas grand-chose, mais Roland croyait toujours en l'importance d'aider les autres. Ils décidèrent de garder leur projet secret pour Yaïra, de peur qu'il refuse leur aide. Marie se mit à travailler encore plus dur sur la ferme, récoltant des fruits et légumes à vendre au marché du village.
Roland s'occupait des tâches quotidiennes de la ferme, mais tous deux se concentraient sur la collecte de suffisamment de produits pour faire une différence au marché. Marie commença à vendre des produits frais. Les villageois appréciaient la qualité des fruits et légumes qu'elle offrait. Mais un jour, Judas, un jeune homme riche de la ville, l'approcha de nouveau. Cela faisait des mois qu'il essayait de capter son attention. Chaque fois qu'il venait au village, il lui offrait des cadeaux et lui promettait une vie luxueuse, si elle acceptait de l'épouser. Judas fit sa proposition habituelle, lui promettant richesse et confort. Il lui expliqua à quel point sa vie serait meilleure en ville. Marie resta calme et déclina son offre. Elle ne voulait pas de la vie que Judas lui proposait. Sa vie, bien que modeste, lui apportait la paix. Judas, frustré, ne comprenait pas pourquoi elle choisirait de rester dans le village à vendre des légumes alors qu'elle pouvait vivre dans un manoir en ville. Il la traita de folle de vouloir vivre dans la pauvreté d'un village sale, puis s'en alla en colère. Marie continua de vendre au marché, le cœur lourd mais l'esprit clair. Elle avait choisi son chemin, et elle n'avait aucun regret. De retour chez eux, Roland et Marie poursuivaient leurs efforts pour réunir l'argent nécessaire à l'opération de Yaïra. Chaque pièce gagnée grâce à la vente des légumes allait dans un fonds secret. Mais malgré tout leur travail, il semblait qu'ils n'arriveraient jamais à économiser suffisamment. Sophia, la meilleure amie de Marie, vint chez elle un après-midi, le visage sérieux mais avec une intention cachée. Judas l'avait approchée plus tôt dans la journée, lui donnant de l'argent pour l'aider à convaincre Marie de l'épouser. Il en avait assez de ses refus. Se sentant importante, Sophia accepta l'argent, pensant que Judas était un bon parti pour Marie, riche, beau, et prêt à l'emmener loin de la vie du village. Assise avec Marie, Sophia amena le sujet de Judas, rappelant combien de fois il était venu au village pour lui demander sa main. Elle insista sur la richesse et le confort qu'il attendait si elle disait oui. Marie, calme comme toujours, regarda son amie et secoua simplement la tête. Elle n'avait aucun intérêt pour Judas, peu importe ses promesses. Sophia poussa plus loin, parlant de la vie en ville, des beaux vêtements, et du fait qu'elle n'aurait plus jamais besoin de travailler au marché. Elle ne voulait pas de Judas. Elle révéla alors quelque chose que Sophia ne s'attendait pas à entendre. Elle pensait commencer à tomber amoureuse de Yaïra. Sophia resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Marie amoureuse de Yaïra, cet homme pauvre, estropié, qui n'avait rien. Le choc de Sophia se transforma rapidement en colère. Elle ne pouvait pas croire que son amie choisissait la pauvreté, qu'elle choisissait un homme qui n'avait rien à lui offrir. Dans sa frustration, Sophia laissa libre cours à sa colère, traitant Yaïra de pauvre infirme et se moquant de son apparence. Elle insista sur le fait que Marie faisait une énorme erreur. Elle ne comprenait pas comment Marie pouvait même penser à aimer quelqu'un comme lui, alors qu'elle avait une chance avec un homme aussi riche que Judas. Marie resta calme face aux paroles dures de Sophia. Elle avait pris sa décision. Elle dit à Sophia d'arrêter de venir chez elle si tout ce qu'elle voulait, c'était parler de Judas. Leur amitié comptait beaucoup pour elle, mais si Sophia continuait à la pousser vers Judas, Marie était prête à y mettre fin. Sophia, remplie de colère et d'incrédulité, quitta la maison en furie. Après avoir quitté la maison de Marie, Sophia alla directement voir Judas et lui raconta tout. Elle lui rapporta les paroles de Marie, son refus catégorique de considérer Judas, et surtout, la révélation choquante que Marie commençait à tomber amoureuse de Yaïra. Judas était furieux. Comment pouvait-elle tomber amoureuse d'un homme comme Yaïra, un mendiant, alors que lui, Judas, lui offrait tout? Sa colère bouillait en lui, l'idée que Marie choisisse Yaïra plutôt que lui était insupportable. Mais alors que Judas fulminait, les émotions de Sophia changèrent. Elle aussi était en colère. En colère contre Judas. Elle avait toujours été à ses côtés, toujours l'avait aidé, et pourtant, il ne la regardait jamais. Pourquoi était-il si obsédé par Marie? Elle était belle, sa famille était riche, et elle avait de la classe et du style. Que demander de plus? Frustrée et le cœur brisé, Sophia confronta Judas sur le champ. Elle lui demanda pourquoi il perdait son temps à courir après Marie, alors qu'elle était juste devant lui. Elle lui rappela sa beauté, sa richesse et son statut social. Elle s'offrit à lui comme la femme qui pourrait lui donner tout ce qu'il voulait. Mais Judas ne réagit même pas, son cœur était tourné vers Marie. Pour lui, Marie représentait tout ce que Sophia n'était pas, humble, simple, bien élevée et ancrée dans la réalité. Judas appréciait la simplicité et la force tranquille que Marie incarnait, des qualités qui manquaient à Sophia. En entendant Judas louer Marie, la jalousie de Sophia se transforma en haine. Elle détestait la façon dont les hommes, surtout Judas, étaient toujours attirés par Marie.
Peu importe les efforts qu'elle faisait, elle n'attirait jamais la même attention. Et maintenant, avec Judas qui la rejetait pour une fille pauvre comme Marie, son envie se transforma en quelque chose de plus sombre. À partir de ce moment, Sophia nourrit une profonde rancœur envers Marie, une rancœur qui ne ferait que grandir avec le temps. En s'éloignant de Judas, l'esprit de Sophia bouillonnait de pensées sur comment détruire Marie. Le rejet de Judas l'avait blessée, mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était que Marie, la fille qui n'avait rien, semblait avoir tout l'amour et l'admiration que Sophia convoitait. Pendant ce temps, Marie et Roland travaillaient sans relâche, vendant des fruits et légumes au marché du village. Mais malgré tous leurs efforts, l'argent qu'ils récoltaient était loin d'être suffisant pour l'opération de Yaïra. Roland savait qu'il ne pouvait pas laisser la situation continuer ainsi. L'état de Yaïra pesait lourdement sur son cœur, et il s'était profondément attaché au jeune homme. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder l'espoir de guérison de Yaïra s'évanouir, sachant que l'opération était sa seule chance de marcher à nouveau. Un soir, après une longue journée à la ferme, Roland prit une décision. Il possédait 2 terrains, les seules choses de valeur qu'il avait. Ses ancêtres les lui avaient transmis, et c'était le dernier lien de sa famille avec leur héritage. Mais Roland était un homme de grande compassion, et la souffrance de Yaïra était trop lourde à supporter. Cette nuit-là, il décida de vendre un de ses terrains pour récolter suffisamment d'argent pour l'opération de Yaïra. Le lendemain, Roland vendit discrètement le terrain, le cœur lourd de savoir ce qu'il abandonnait, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. C'était la chance de Yaïra de se libérer du fauteuil roulant, et c'était un sacrifice qu'il était prêt à faire. Roland rentra chez lui avec l'argent en main, impatient de partager la nouvelle avec Yaïra. À son arrivée, il trouva Yaïra assis tranquillement dans le petit salon, regardant par la fenêtre. Le soleil du soir projetait une douce lumière à travers la porte ouverte. Avec un sourire, Roland annonça à Yaïra que l'argent pour son opération était prêt, qu'il avait vendu son terrain pour que cela soit possible. Le visage de Yaïra devint livide, il n'en croyait pas ses oreilles. Cet homme, qui avait à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille, avait vendu son terrain, sa seule source de richesse, pour lui. La culpabilité envahit Yaïra comme une vague, et il ne pouvait plus garder le silence. Sa voix tremblante, Yaïra commença à avouer. Il dit à Roland la vérité, qu'il n'était pas vraiment un mendiant, qu'il n'était pas pauvre. Il expliqua qu'il était en réalité un homme riche, un milliardaire, qui était venu au village déguisé pour trouver l'amour véritable. Il voulait fuir les femmes qui ne l'aimaient que pour son argent, alors il avait inventé ce mensonge pour voir si quelqu'un l'aimerait pour ce qu'il était vraiment. Roland resta figé, écoutant dans un état de choc alors que Yaïra révélait toute l'histoire. L'air dans la pièce semblait devenir lourd sous le poids des paroles de Yaïra. Après un long silence, le visage de Roland se durcit. Sans dire un mot, il quitta la maison en furie, incapable de digérer cette trahison. Il se dirigea vers un coin tranquille de la cour et tomba à genoux, le cœur brisé, les larmes remplissant ses yeux. Cet homme en qui il avait eu confiance leur avait menti depuis le début. Roland avait vendu son terrain, l'héritage de sa famille, pour un mensonge. Il avait cru à la souffrance de Yaïra, et maintenant, il avait l'impression que tout s'effondrait autour de lui. Marie, qui était à proximité, vit son père sortir précipitamment de la maison. Elle se hâta d'entrer et trouva Yaïra assis là, le visage rempli de culpabilité. Elle lui demanda ce qui s'était passé. Déjà submergé par la honte, Yaïra lui avoua la vérité, comme il l'avait fait à son père. Marie resta sans voix au début, ses émotions tourbillonnant en elle. Quand la vérité la frappa enfin, la colère envahit son corps. Elle regarda Yaïra avec un mélange d'incrédulité et de rage. Tout ce temps, elle et son père avaient travaillé dur, sacrifiant ce qu'il avait de plus précieux parce qu'il croyait qu'il était dans le besoin. Comment avait-il pu leur mentir ainsi? Comment avait-il pu les laisser souffrir, sachant qu'il donnait tout pour lui? Les larmes montèrent aux yeux de Marie alors que sa colère prenait le dessus. Sans se retenir, Marie laissa éclater sa frustration, sa voix remplie de douleur. Elle dit à Yaïra combien sa tromperie avait été cruelle, combien de souffrances il leur avait causé. Le cœur de Marie se brisa. Elle avait commencé à s'attacher à Yaïra, à envisager un avenir avec lui, mais maintenant, tout ce qu'elle voyait, c'était la trahison. Yaïra essaya de s'expliquer, suppliant Marie de comprendre ses intentions, lui disant qu'il n'avait jamais voulu leur faire de mal. Mais Marie ne pouvait pas l'écouter. Le poids de ce qui s'était passé était trop lourd à porter. Elle tourna le dos à Yaïra, les larmes coulant sur son visage, et se dirigea vers sa chambre. Là, seule, elle laissa ses larmes couler librement. Elle pleura pour son père, qui avait tout donné, et pour elle-même,
pour avoir cru en un homme qui les avait trompés si profondément. La maison resta silencieuse cette nuit-là, l'air lourd de douleur et de trahison. Roland resta dehors, perdu dans son propre chagrin, tandis que Marie s'endormit en pleurant. Rempli de regrets, Yaïra resta seul, incertain de comment réparer les dégâts qu'il avait causés. La nouvelle de la véritable identité de Yaïra se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde ne sache que le mendiant infirme était en réalité un milliardaire. Les chuchotements emplirent l'air alors que les voisins se rassemblaient dans les coins pour discuter de la nouvelle choquante. L'homme qu'il avait pris en pitié pendant des mois n'était pas celui qu'il pensait. Beaucoup étaient incrédules, mais rapidement, les faits devinrent clairs et personne ne pouvait nier la vérité. Lorsque la nouvelle parvint à Judas, il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. En un instant, il comprit que ses rêves de conquérir le cœur de Marie étaient terminés. Comment pouvait-il rivaliser avec un milliardaire? La femme qu'il avait poursuivie si longtemps ne lui prêterait jamais attention maintenant. Il savait que c'était la fin de la route pour lui, et son désespoir grandissait. Ne voyant pas d'autre option, Judas décida de rendre visite à Sophia. Il arriva chez elle, son orgueil meurtri, mais déterminé à sauver ce qu'il pouvait. Devant elle, il lui dit qu'il était prêt à être avec elle, prêt à commencer une relation maintenant que Marie l'avait rejeté. Il espérait que Sophia l'accepterait à nouveau et oublierait le passé. Mais la réponse de Sophia n'était pas celle qu'il attendait. Elle regarda Judas avec un mélange d'amusement et de mépris. « Tu dois être fou, lui dit-elle, de penser que je pourrais épouser quelqu'un comme toi. » Judas resta là, stupéfait, le cœur lourd. Sophia poursuivit, ses mots aigus et cinglants. « Tu crois vraiment que je ne sais pas la vérité? Tu as exhibé les voitures et les vêtements de ton patron, prétendant être riche, mais tu n'as rien. Tu es un imposteur, Judas, et tu es découvert. Je ne perdrai jamais mon temps avec quelqu'un comme toi. » Le visage de Judas perdit de sa couleur. Sophia avait découvert il n'y a pas longtemps que les voitures luxueuses qu'il conduisait et les vêtements coûteux qu'il portait n'étaient pas les siens. Il avait vécu un mensonge, prétendant être riche pour impressionner Marie, mais maintenant tout s'effondrait autour de lui. Humilié, Judas se détourna et s'éloigna, la tête basse de honte. Il avait tout perdu, Marie, sa dignité, et maintenant même le respect de Sophia. Le lendemain matin, Yaïra rassembla son courage et alla parler à Marie. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout, ses mensonges, la douleur qu'il avait causée à elle et à son père, et l'avenir qu'il espérait encore bâtir avec elle. Yaïra savait qu'il avait commis des erreurs, mais ses sentiments pour Marie étaient réels. Il la trouva dehors, son visage toujours marqué par la douleur des derniers jours. Yaïra s'approcha lentement, le cœur lourd de regret. Il dit à Marie qu'il était prêt à l'emmener avec lui en ville, qu'il voulait réparer les choses. Il parla d'une vie qu'il pourrait partager, loin du village, où elle n'aurait plus jamais à lutter. Yaïra promit qu'il s'occuperait d'elle et de son père, qu'il n'aurait jamais besoin de quoi que ce soit. Mais le visage de Marie demeurait fermé, ses yeux remplis de tristesse. Elle regarda Yaïra, non pas avec colère, mais avec déception. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas le suivre, que les blessures causées par sa tromperie étaient encore trop fraîches et qu'elle n'était pas prête à tout abandonner. Yaïra essaya encore de s'expliquer, de lui dire combien il tenait à elle, mais Marie avait pris sa décision. Sans un mot de plus, elle se tourna et alla chercher son père. Ensemble, Marie et Roland rassemblèrent leurs outils et se préparèrent à se rendre à la ferme. Alors qu'ils s'éloignaient, Yaïra les observa disparaître sur le chemin, le cœur lourd, sachant que ces mensonges lui avaient coûté plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il était venu au village à la recherche de l'amour, mais maintenant il ne lui restait plus que des regrets. À la ferme, Marie travaillait silencieusement aux côtés de son père, son esprit tourbillonnant de pensées sur Yaïra. Elle tenait beaucoup à lui, avait même commencé à imaginer une vie avec lui, mais la trahison était trop difficile à supporter. Son père, bien que silencieux, partageait sa douleur. Il avait fait confiance à Yaïra et avait vendu sa terre pour lui, seulement pour découvrir que l'homme qu'il avait accueilli vivait un mensonge. Alors que Yaïra était assis seul, réfléchissant à ce qu'il devait faire ensuite, Sophia vint le voir. Elle avait entendu parler des problèmes entre lui et Marie et y voyait une occasion de se rapprocher de lui. Elle s'approcha de lui, feignant de s'inquiéter, mais son véritable plan était de mentir et de déformer la vérité. Sophia dit à Yaïra que Marie n'était pas aussi bien qu'elle en avait l'air. Elle prétendit que Marie faisait semblant d'être une fille décente, mais ce n'était pas le cas. Sophia affirma que Marie ne jouait qu'avec lui et n'était pas vraiment intéressée par lui. Elle alla même jusqu'à dire que Marie flirterait avec d'autres hommes du village et ne se souciait pas vraiment de Yaïra.
Ces paroles touchèrent Yaïra en plein cœur, et il ne savait plus quoi croire. Ensuite, Sofia dit à Yaïra qu'elle l'aimait. Elle affirma qu'elle l'avait admiré depuis le début, même quand il mendiait dans la rue, prétendant être un pauvre. Elle tenta de faire croire à Yaïra qu'elle était celle qui se souciait vraiment de lui, pas Marie. Yaïra, qui avait écouté en silence, finit par lui poser une question. « Si tu m'aimes, pourquoi ne l'as-tu pas dit quand je faisais semblant d'être handicapée? Pourquoi attendre maintenant ?» Sofia répondit rapidement qu'elle attendait le bon moment, qu'elle ne voulait pas se mettre en travers de son chemin pendant qu'il réglait les choses avec Marie. Le visage de Yaïra devint sérieux. Il en avait assez. « Sors d'ici », dit-il fermement. « Je sais ce que tu fais, Sofia. Tu cherches juste mon argent. Tu es gâtée et égoïste, rien de plus qu'une chercheuse d'or. » Le visage de Sofia devint rouge de colère et de honte. Elle ne s'attendait pas à ce que Yaïra la rejette ainsi. Elle sortit de la maison, embarrassée et contrariée. En partant, elle murmura des insultes, blâmant Marie pour tout. Sofia pensait que si ce n'était pas pour Marie, elle aurait pu avoir Yaïra. Les jours passèrent, et Yaïra tenta tout pour convaincre Marie et Roland de venir avec lui en ville. Il s'excusa encore et encore, expliquant qu'il n'avait jamais voulu leur faire de mal, mais les dégâts étaient faits. Marie ne pouvait plus lui faire confiance, et Roland se sentait trahi. Peu importe ce que Yaïra disait, il ne pouvait plus le voir de la même manière. Yaïra se sentait plus triste et plus perdue que jamais. Cette famille qui lui avait montré une vraie gentillesse ne se souciait pas de son argent. Il l'avait accueillie, lui avait donné à manger et l'avait traité comme un membre de leur famille alors qu'il pensait qu'il n'avait rien. C'était l'amour qu'il avait toujours voulu, mais maintenant, à cause de ses mensonges, il avait tout ruiné. Un matin, Yaïra décida qu'il était temps de quitter le village. Il savait que rester plus longtemps ne ferait qu'ajouter à la douleur. Il ne pouvait pas supporter de voir la souffrance dans les yeux de Marie ou la déception sur le visage de Roland. Avec le cœur lourd, il fit ses valises et se prépara à retourner en ville. Avant de partir, Yaïra s'assit une dernière fois dans la maison, se remémorant tous les moments partagés avec Marie et son père, les rires, la chaleur, et l'espoir qu'il aurait pu avoir quelque chose de réel avec eux. Il était difficile pour lui de s'éloigner de la seule famille qu'il avait vraiment aimée. Yaïra marchait le long de la route, laissant la maison derrière lui. Il se retourna une dernière fois, le cœur lourd, sachant que cet endroit avait un jour semblé être chez lui. L'amour qu'il avait cherché toute sa vie était ici, mais il l'avait perdu à cause de ses mensonges. Alors que le soleil se couchait au loin, Yaïra continua d'avancer, le village s'estompant lentement derrière lui. Son esprit était rempli de regrets. Aucune somme d'argent ne pouvait combler le vide qu'il ressentait maintenant. L'amour qu'il avait ruiné était quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Alors que Yaïra s'éloignait de chez Marie, son cœur se brisa. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle pleurait pendant des heures. Elle était tombée amoureuse de Yaïra malgré tout, et maintenant il était parti. Son esprit était plein de regrets, se demandant pourquoi elle l'avait laissé partir, pourquoi elle avait permis à sa colère de le repousser. Bien qu'il ait menti sur son identité, elle savait au fond d'elle qu'il avait un bon cœur. Elle avait vu la gentillesse dans ses yeux et ressenti la chaleur de sa présence. Maintenant, tout cela était perdu, et elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait commis une terrible erreur. De retour en ville, la mère de Yaïra fut la première à le voir lorsqu'il arriva à leur manoir. Dès qu'elle aperçut son fils, elle courut vers lui, les bras grands ouverts. Elle le prit dans ses bras, des larmes de soulagement dans les yeux. Elle avait été si inquiète lorsqu'il était parti pour un village inconnu. « Dieu merci, tu es de retour », dit-elle en le serrant contre elle. « Nous avions si peur. Où étais-tu » Yaïra soupira profondément et s'assit pour tout expliquer. Il lui parla du village, de la manière dont il avait prétendu être quelqu'un d'autre pour trouver un véritable amour, et de sa rencontre avec Marie et son père. Il lui raconta à quel point ils étaient gentils, comment ils avaient pris soin de lui, et comment il était tombé amoureux de Marie. Sa mère écouta en silence, son cœur s'attendrit à chaque mot. Elle ressentait de la pitié pour son fils, comprenant combien cette famille comptait pour lui. Lorsque Yaïra eut fini son récit, sa mère le regarda avec tristesse dans les yeux. « Je suis si désolée, Yaïra. On dirait qu'il se souciait vraiment de toi, mais la vie peut parfois être cruelle. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je suis sûr que tu retrouveras l'amour. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et le père de Yaïra entra. C'était un homme grand et sévère, un homme d'affaires prospère et un politicien bien respecté. Il avait des connexions, des plans et des stratégies pour assurer sa victoire aux prochaines élections, et pour lui, tout se déroulait comme prévu, sauf une chose,
le mariage de Yaïra. Le père de Yaïra à peine le regarda avant de se diriger directement vers son bureau. Yaïra le suivit, sachant qu'il devait tout lui expliquer. Lorsqu'il atteignit le bureau de son père, il se tenait près de la porte, attendant que son père le remarque. « Père, je suis de retour, » dit Yaïra. « Alors tu as enfin décidé de revenir. Où étais-tu tout ce temps ?» Yaïra expliqua toute la situation à nouveau, espérant un peu de compréhension. Mais alors qu'il parlait, le visage de son père restait froid et indifférent. « Bien, » dit son père après un moment de silence. « Je suis content qu'elle t'ait rejeté. »« Quoi ? Je n'ai jamais soutenu ces idioties depuis le début, » continua son père. « Aller dans un village en prétendant être quelqu'un d'autre pour trouver un véritable amour, c'est ridicule. » Le cœur de Yaïra sombra. Il avait espéré au moins un peu de sympathie de la part de son père, mais il aurait dû le savoir. Pour lui, tout était une question de business et de connexion. « Écoute-moi, Yaïra, » dit son père, « sont ton nègre. Tu es mon fils unique et j'ai beaucoup d'attentes à ton égard. J'ai déjà prévu que tu épouses la fille du chef Timothy. Tu sais que ce chef Timothy est essentiel pour moi afin de gagner les élections pour le poste de gouverneur, et je ne laisserai rien se mettre en travers de cela. Tu dois l'épouser, sinon je ne te le ferai pas oublier. » La poitrine de Yaïra se contracta de colère et de frustration. « Mais je ne l'aime pas, je ne la connais même pas. » Son père frappa le bureau de son poing, faisant éparpiller les papiers. « Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de pouvoir, de l'avenir de notre famille. La fille du chef Timothy garantira ma position de gouverneur et tu l'épouseras, que ça te plaise ou non. Tu fais cela parce que tu es un fils unique ? Tu crois que tu peux prendre n'importe quelle décision que tu veux. » Yaïra resta là, sans voix. Il avait toujours su que son père était contrôlant, mais cela dépassait les bornes. Son père était prêt à sacrifier son bonheur juste pour assurer son avenir politique. « Tu as un seul objectif, Yaïra, » continua son père, « et c'est d'épouser la fille du chef Timothy. Je me moque de cette fille du village, oublie-la. Elle n'est rien comparée à ce que tu pourrais avoir. » Sans un mot de plus, Yaïra se tourna et quitta la pièce, son esprit en tourmente. Il savait qu'il faisait face à un combat non seulement avec son père, mais avec lui-même. Pourrait-il vraiment s'opposer aux souhaits de son père et suivre son cœur, ou serait-il piégé dans une vie qu'il ne voulait pas juste pour plaire aux ambitions de son père? Yaïra ne pouvait plus supporter cela. Le poids des attentes de son père et la pression d'épouser une femme qu'il n'aimait pas étaient trop lourds. Un soir, il alla voir sa mère et lui dit qu'il partait pour le village. Il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Marie et son père, qui lui avait montré une gentillesse au-delà de tout ce qu'il avait jamais vécu. Il expliqua à sa mère qu'il voulait être avec eux, mener une vie simple, loin de toute la pression des projets politiques de son père. Sa mère, inquiète, essaya de le convaincre de rester. Elle lui dit à quel point il était dangereux de défier son père, combien l'avenir de leur famille était en jeu. Mais Yaïra n'écoutait pas, son cœur était tourné vers Marie. Il ne pouvait pas imaginer la perdre à nouveau, et l'idée de vivre sa vie avec quelqu'un d'autre lui donnait la nausée. Il empaqueta ses affaires en silence, et avant que son père ne rentre chez lui ce soir-là, Yaïra était déjà en route pour retourner au village. Quand Yaïra arriva chez Marie, elle fut surprise mais ravie. Elle lui avait terriblement manqué et craignait de ne jamais le revoir. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle l'accueillait à nouveau dans leur modeste maison. Cette nuit-là, ils s'assirent ensemble, parlant de leur avenir, de combien ils avaient tous les deux souffert de son absence. Yaïra savait qu'il avait pris la bonne décision. Son cœur se sentait plus léger, maintenant qu'il était avec la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, de retour en ville, le père de Yaïra rentra chez lui et apprit par sa femme que leur fils était parti. Il était furieux. Il faisait les 100 pas, criant qu'il enverrait ses hommes au village le lendemain pour ramener Yaïra de force, qu'il le veuille ou non. Sa femme, voyant sa colère, essaya de le calmer. Elle savait combien Yaïra comptait pour eux deux, et elle savait aussi à quel point son mari pouvait être têtu. Ce soir-là, elle le prit à part et lui dit qu'il devait adopter une autre approche. Elle suggéra qu'au lieu de forcer Yaïra à revenir, il lui permette d'amener Marie et son père en ville. Une fois ici, elle pourrait leur offrir une somme d'argent importante pour qu'ils laissent leur fils tranquille. Le père de Yaïra, toujours enragé, marqua une pause. Le plan de sa femme avait du sens pour lui. Après tout le monde avait un prix. Il croyait qu'une fois que Marie et son père verraient l'argent, il serait désireux de disparaître et de laisser Yaïra retourner à la vie qu'il avait prévue pour lui. À contre-cœur, il accepta de laisser sa femme gérer la situation.
Elle le rassura en lui disant que tout irait bien et qu'il aurait leur fils de retour. Concentré sur l'avenir de leur famille, le père de Yaïra se calma, convaincu que l'argent résoudrait tout. Mais dans son cœur, la mère de Yaïra savait que les choses ne seraient pas si simples. Elle avait vu l'amour dans les yeux de son fils lorsqu'il parlait de Marie. Le lendemain, la mère de Yaïra l'appela et lui dit qu'il pouvait amener Marie et son père en ville. Yaïra ne pouvait contenir sa joie. Il annonça rapidement la bonne nouvelle à Marie, qui la partagea avec son père Roland, qui n'était jamais allé en ville de toute sa vie, et il accepta volontiers d'y aller. Il était excité à l'idée de découvrir un nouveau monde et reconnaissant pour toute l'aide que la famille de Yaïra lui offrait. Lorsque la famille est arrivée en ville, le père de Yaïra a calmement assis Roland et lui a dit qu'il leur avait acheté une maison et qu'il avait également organisé un travail pour lui, afin qu'il n'ait plus à travailler à la ferme. Roland, submergé par le bonheur, a remercié profusément le père de Yaïra. Il n'aurait jamais pensé qu'une telle bonté lui serait offerte. Avec un nouvel espoir dans son cœur, lui et Marie ont emménagé dans leur nouvelle maison. Cependant, un après-midi, les choses ont pris une tournure sombre. Le père de Yaïra a rendu visite à Marie seule, avec une expression froide. Il lui a dit que maintenant qu'il les avait installés avec une maison et un travail, il devait rester loin de son fils. Il l'a mise en garde, disant que si elle ou son père ne l'écoutaient pas, il disparaîtrait, et personne n'oserait demander ce qui s'était passé. La peur a saisi Marie alors qu'elle écoutait ces paroles menaçantes. Elle ne savait pas quoi faire. Tremblante de peur, elle a appelé Yaïra et lui a tout raconté. Yaïra, furieux, a immédiatement confronté son père. Il ne pouvait pas croire qu'après toutes les promesses, son père agirait dans son dos de cette manière. Sans perdre de temps, Yaïra est allé directement chez le chef Timothy. Il a regardé le chef dans les yeux et lui a dit qu'il ne se marierait jamais avec sa fille, quoi qu'il arrive. Pour renforcer son propos, il a même menti en disant que sa petite amie Marie était déjà enceinte de son enfant. Cette nouvelle a frappé le chef comme une tonne de briques. Son visage est devenu rouge de colère. Il ne pouvait pas croire que Yaïra avait rejeté sa fille si durement. Le chef Timothy a quitté la maison en furie et est allé directement chez le père de Yaïra, rempli de rage. Il lui a dit qu'il ne le soutiendrait jamais dans sa course à la gouvernance. Sans son influence, les rêves du père de Yaïra de devenir gouverneur étaient anéantis. Le chef Timothy a clairement fait comprendre qu'il n'aurait plus rien à voir avec la famille et parti en colère, laissant le père de Yaïra choqué et incrédule. Le père de Yaïra était furieux après son altercation avec le chef Timothy. Désespéré de sauver sa carrière politique, il a essayé d'appeler le chef plusieurs fois, mais à chaque fois, le chef Timothy a refusé de répondre à ses appels. La frustration montait en lui, et sa colère s'est bientôt tournée vers son fils Yaïra. Il a averti Yaïra que s'il perdait l'élection, il y aurait des conséquences que Yaïra ne pouvait même pas imaginer. Yaïra est resté ferme, sachant qu'il avait choisi l'amour plutôt que les ambitions impitoyables de son père. Le jour de l'élection est enfin arrivé. Le père de Yaïra attendait anxieusement les résultats, mais lorsque l'annonce est tombée, elle a anéanti tous ses espoirs. Il avait perdu, et l'autre parti politique avait remporté le poste de gouverneur. Sans le soutien du chef Timothy, il n'avait aucune chance. La défaite l'a rempli de rage. Ses rêves de pouvoir, de richesse et d'influence s'étaient effondrés, et il a blâmé Yaïra pour tout cela. Aveuglé par la colère, le père de Yaïra a pris une horrible décision. Il a envoyé ses hommes chez Roland avec l'ordre de leur donner une leçon. Cette nuit-là, ils sont arrivés à la simple maison de Roland et ont brutalement attaqué le pauvre homme. Ils l'ont frappé si violemment qu'il a perdu connaissance, gisant immobile sur le sol. Lorsqu'ils sont enfin partis, c'était un acte cruel de vengeance pour quelque chose sur lequel Roland n'avait aucun contrôle. Lorsque Marie est rentrée du marché plus tard dans la soirée, elle a trouvé son père allongé sur le sol, inconscient et à peine en vie. La panique l'a envahi. Elle a crié à l'aide, avec l'aide de quelques voisins, l'a rapidement conduit à l'hôpital. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il roulait aussi vite qu'il le pouvait. À l'hôpital, le médecin a jeté un coup d'œil à Roland et s'est rapidement mis au travail. Après ce qui a semblé des heures, le médecin est sorti et a dit à Marie que si elle ne l'avait pas amené à temps, son père n'aurait pas survécu. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. Yaïra s'est précipité à l'hôpital dès qu'il a entendu la nouvelle. Lorsqu'il a vu Roland allongé dans le lit d'hôpital, meurtri et faible, son cœur s'est enfoncé. C'était l'homme qu'il avait accueilli chez lui, l'homme qui avait pris soin de lui sans connaître sa véritable identité. Voir Roland dans cet état a brisé quelque chose en Yaïra. Il ne pouvait retenir ses larmes. Il savait que c'était de la faute de son père, et cela le remplissait de culpabilité et de chagrin.
La seule famille qui lui avait jamais montré un véritable amour souffrait à cause de lui. Marie s'est assise au chevet de son père, tenant sa main, pleurant silencieusement. Yaïra s'est joint à elle, le cœur lourd du poids de tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il devait réparer les choses, mais à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester avec Marie et prier pour que Roland survive. Lorsque Yaïra est rentré chez lui après cette journée émotionnelle à l'hôpital, il était rempli de colère et de douleur. Son cœur battait à chaque pensée de Marie, son père, allongé dans ce lit d'hôpital, à peine accroché à la vie. Il n'en pouvait plus. La cupidité et la cruauté de son père avaient trop duré. La voix de Yaïra était froide et ferme, un ton que son père n'avait jamais entendu auparavant. « Si le père de Marie meurt, dit Yaïra lentement, tu mourras aussi. » Ces mots ont traversé l'air comme un couteau. Pendant un instant, son père est resté figé, incapable de parler. Le poids des mots de son fils l'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas une blague. Yaïra ne bluffait pas. Il y avait une gravité mortelle dans ses yeux, une rage que son père n'aurait jamais imaginé pouvoir exister en lui. Le père de Yaïra a finalement parlé, la voix tremblante. « Tu en as fait assez », a continué Yaïra. « À cause de toi, un homme innocent est allongé à l'hôpital, luttant pour sa vie, tout ça à cause de ta cupidité, de ton besoin de contrôle. S'il ne s'en sort pas, je te jure que tu paieras de ta propre vie. » Il avait toujours poussé Yaïra à suivre ses règles, ses plans, sa vision pour l'avenir de la famille. Il n'avait jamais tenu compte des sentiments de Yaïra, de ce qu'il voulait pour sa propre vie. Et maintenant, en regardant la colère et la douleur sur le visage de son fils, il réalisait qu'il était allé trop loin, qu'il avait brisé quelque chose en Yaïra. Les larmes ont commencé à perler dans les yeux de son père, quelque chose que Yaïra n'avait jamais vu auparavant. L'homme âgé baissa la tête, honteux. « Yaïra, je suis désolé, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste que tu aies la vie que je pensais être la meilleure pour toi. » Mais Yaïra n'était pas touché. « Tu ne t'es jamais soucié de ce qui est le mieux pour moi. Tu ne t'es toujours soucié que de ce qui est le mieux pour toi. Eh bien, j'en ai fini. Si Roland meurt, tu verras jusqu'où je suis prête à aller. » Le père de Yaïra hocha lentement la tête, réalisant la profondeur de la douleur de son fils et la gravité de la situation. Il ne pouvait pas perdre son fils unique. Pas comme ça. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une véritable peur. Pas seulement celle de l'arme, mais celle de perdre son fils pour de bon. Il regarda Yaïra, le garçon qu'il avait élevé, maintenant devant lui comme un étranger. La réalisation le frappa qu'il avait trop poussé, trop longtemps, et avait pris tout pour acquis. Sa cupidité, sa soif de pouvoir l'avait conduit à ce moment, et il n'avait personne à blâmer que lui-même. « Réparer cela ne ramènera pas la confiance que tu as brisée, » dit Yaïra. « Tu ne peux pas annuler ce que tu as fait. »« Je sais, » murmura-t-il, « mais j'essaierai. J'annulerai mes hommes et je ferai en sorte que Roland reçoive les meilleurs soins. Je vais t'arranger les choses. » Yaïra se tenait là, haletant. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance aux promesses de son père, mais il ne voulait pas de plus de violence. « Je te tiendrai à ta parole, » dit Yaïra fermement. « Si quelque chose arrive au père de Marie, je ne te pardonnerai jamais et je ne reviendrai jamais. » Son père hocha encore la tête, plus de larmes formant dans ses yeux. « Je comprends, fils. Je ne te laisserai pas tomber cette fois, je te le promets. » Yaïra se retourna et sortit de la pièce, laissant son père assis là, en silence, accablé par la culpabilité et le regret. Pour la première fois, le poids de ses actions le frappa vraiment. Il avait failli perdre son fils unique et, pire encore, il avait causé du tort à une famille qui n'avait fait que montrer de la gentillesse à Yaïra. Alors que Yaïra sortait de la maison et s'engageait dans la nuit, il ressentait une tempête d'émotions. Il voulait croire son père, mais des années de déception rendaient cela difficile. La seule chose qu'il savait avec certitude, c'est qu'il devait protéger Marie et son père. Ce sont les seules personnes qu'il avait toujours traitées comme une personne réelle, pas comme un trophée ou un symbole de richesse. Il se dirigea vers l'hôpital pour vérifier Roland. À son arrivée, il trouva Marie toujours à côté de son père, lui tenant la main, des larmes dans les yeux. Elle leva les yeux en voyant Yaïra et lui offrit un sourire triste. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix douce et fatiguée. Yaïra hocha la tête, bien que son cœur soit encore lourd. « J'ai veillé à ce que mon père ne fasse plus de mal à ta famille, » dit-il. « Je te promets, tu es en sécurité maintenant. » Marie le regarda, ses yeux remplis d'un mélange de soulagement et d'épuisement. Elle ne dit rien, mais serra la main de son père un peu plus fort. Yaïra s'assit à côté d'elle,
prenant l'autre main dans la sienne. Pendant un moment, ils restèrent en silence, juste deux personnes essayant de trouver un peu de paix dans le chaos. L'amour entre eux était réel, mais les défis qu'ils devaient affronter étaient plus grands que ce qu'ils avaient imaginé. Pourtant, à ce moment-là, ils savaient qu'ils savaient l'un l'autre et cela leur donnait une certaine force. Le lendemain, le père de Yaïra arriva à l'hôpital, portant le poids du regret sur ses épaules. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout, à quel point sa cupidité avait presque détruit la seule famille qui avait montré un véritable amour à son fils. En entrant dans la chambre de Roland, l'air semblait lourd de tension. Marie était assise au chevet de son père, et Yaïra se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Roland, bien que toujours faible, réussit à sourire faiblement en voyant le père de Yaïra. Il avait entendu l'histoire de Marie et savait que l'homme âgé était en partie responsable de son état. Mais Roland, toujours un homme humble et pardonneur, croyait aux secondes chances. Le père de Yaïra hésita un instant, puis s'approcha du lit de Roland. Il regarda l'homme qui avait été blessé à cause de lui et ressentit une onde brûlante au fond de lui. Il s'éclaircit la gorge, puis parla doucement. « Je suis désolé, Roland, dit-il, sa voix basse. J'ai fait de terribles erreurs. J'ai laissé mon ambition me rendre aveugle et je t'ai blessé, toi et ta famille. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je veux arranger les choses. » Roland, toujours trop faible pour parler beaucoup, hocha simplement la tête. Marie observa attentivement son père, attendant sa réaction. Elle ne l'avait jamais vu en colère, mais pour la première fois, elle se demanda si son père pourrait pardonner à quelqu'un qui avait causé tant de dommages. Après une longue pause, Roland parla enfin. « La vie est courte, dit-il, sa voix rauque mais ferme. Il n'y a pas de place pour les rancunes. Ce qui compte maintenant, c'est de s'assurer que ma fille est heureuse et que ton fils l'est aussi. » Le père de Yaïra, soulagé, hocha la tête. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que Roland, et il se promit de faire tout ce qu'il fallait pour aider cette famille dorénavant. De retour au village, les choses changeaient pour Sophia. Pendant des mois, elle avait été fière et vantarde, affichant toujours sa beauté et espérant épouser un homme riche. Mais après sa chute avec Marie et Judas, elle se sentit de plus en plus isolée. Son plan d'aider Judas à gagner le cœur de Marie avait échoué, et ce faisant, elle s'était aliénée de tout le monde. C'est alors qu'un homme apparut, semblant venir de nulle part. Il arriva dans le village avec des vêtements coûteux et une voiture brillante, prétendant être un homme d'affaires riche à la recherche d'une femme. Il parlait d'une grande maison en ville, de voitures et d'une vie luxueuse. Sophia était aveuglée par son désir de richesse. Avant longtemps, ils étaient fiancés. L'homme lui promettait de l'emmener en ville après le mariage, et Sophia était convaincue que son rêve s'était enfin réalisé. Mais il y avait un sombre secret derrière l'apparition soudaine de cet homme. Ce n'était pas du tout un homme d'affaires riche. En fait, c'était un pauvre mécanicien de bord de route. Il avait entendu parler de Sophia par Judas, qui était devenu amer et en colère après avoir été rejeté par Marie. Judas avait payé cet homme pour tromper Sophia en guise de vengeance pour tout l'argent qu'elle lui avait pris, promettant toujours d'aider à gagner Marie, mais ne livrant jamais. Elle était excitée par l'avenir, prête à quitter le village et à vivre la vie qu'elle avait toujours rêvée. Quand ils arrivèrent finalement en ville après le mariage, la vérité la frappa comme une tempête. Au lieu d'un manoir, ils arrivèrent dans une petite cabane délabrée près d'un garage de mécanique bruyant. Il n'y avait pas de voiture, pas de richesse et pas de luxe, juste de la graisse, du bruit et un travail difficile. L'homme, maintenant révélé comme un pauvre mécanicien, n'avait pas d'argent, pas d'affaires et aucun plan pour s'occuper de Sophia comme elle l'avait imaginé. Il avait utilisé l'argent de Judas pour l'attirer et maintenant, elle était piégée. Sophia a pleuré pendant des jours, réalisant qu'elle avait été trompée, mais ce qui était pire, c'était qu'elle était déjà enceinte de 6 mois de l'enfant du mécanicien. Elle ne pouvait plus échapper à son destin. Elle avait passé tellement de temps à mépriser les autres pour finir dans une situation pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle se détestait pour sa cupidité, pour s'être laissée berner et pour avoir tourné le dos aux personnes qui avaient été ses amies. Maintenant, elle se retrouvait coincée dans une petite maison misérable avec un homme qu'elle n'aimait pas, portant son enfant, sans issue. La vie citadine dont elle avait rêvé n'était rien d'autre qu'un cauchemar, et elle n'avait personne à blâmer que elle-même. Au fur et à mesure que les mois passaient, l'amertume de Sophia grandissait. Elle regrettait tout, la manière dont elle avait traité Marie, les choix qu'elle avait faits pour de l'argent, et surtout, être tombée dans un mensonge. Mais maintenant, il était trop tard. Elle était enceinte de 6 mois, liée à un homme qu'elle n'aimait pas et vivant une vie loin des rêves dont elle avait jadis vanté la beauté. Un mois après le mariage de Yaïra et Marie,
Leur vie semblait s'épanouir dans le bonheur. 3 mois plus tard, Marie découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle remplit Yaïra d'excitation. Il avait du mal à croire qu'il allait devenir père. Il prit Marie dans ses bras, le cœur débordant de joie. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, une épouse aimante et maintenant, un bébé en route. Lorsque la mère de Yaïra entendit la nouvelle, elle était tout aussi ravie. Malgré le début difficile entre elle et Marie, elle était maintenant vraiment heureuse pour son fils et avait hâte de rencontrer son petit enfant. Elle envoya des cadeaux et appela souvent Marie pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Un jour, Yaïra était débordée de travail et de réunions. Marie ne voulait pas le déranger, alors elle décida de se rendre seule à son rendez-vous prénatal, confiante de pouvoir gérer la situation. Elle embrassa Yaïra au revoir et quitta la maison avec le sourire. Alors que Marie roulait sur la route, sa voiture commença soudainement à faire des bruits étranges et s'arrêta complètement. Elle essaya de redémarrer le moteur, mais rien ne se passait. Reste calme, elle sortit de la voiture et scruta les environs. De l'autre côté de la route, elle aperçut un petit atelier de mécanique. Elle décida donc d'y aller pour demander de l'aide. En traversant la route, elle remarqua une femme assise au bord de la route, en train de manger un morceau de pain. Les vêtements de la femme étaient en lambeaux et ses cheveux en désordre. Marie regarda de plus près et n'en crut pas ses yeux. C'était Sophia, son ancienne amie. Des larmes montèrent aux yeux de Sophia. Elle n'avait jamais imaginé revoir Marie, surtout pas dans un état si transformé. Sophia commença à pleurer, la voix tremblante, expliquant tout à Marie. Elle avait tout perdu après la trahison de Judas. Sa vie avait basculé. Elle se retrouva avec un homme qui avait menti sur sa richesse, et quand elle réalisa la vérité, elle était déjà enceinte. Il l'abandonna, sans personne vers qui se tourner. Sophia avait vécu dans la rue, luttant pour survivre. Marie écouta en silence, ressentant un mélange de pitié et de tristesse pour Sophia. Malgré tout ce qui s'était passé entre elles, elle ne pouvait ignorer la douleur dans la voix de Sophia. Avant de partir, Marie sortit son chéquier, écrivit un montant généreux et le tendit à Sophia. « Utilise cela pour commencer une entreprise », dit Marie doucement. « J'espère que cela t'aidera à te remettre sur pied. » Sophia fut submergée par la gratitude. Elle n'arrivait pas à croire que Marie, la même femme qu'elle avait jadis moquée, l'aidait maintenant dans son besoin. Avec des larmes aux yeux, elle remercia Marie encore et encore. Marie sourit doucement et retourna à sa voiture. Après avoir obtenu de l'aide du mécanicien, elle repartit, ressentant une paix intérieure pour avoir aidé Sophia. Plus tard dans la soirée, lorsque Yaïra rentra chez lui, Marie lui raconta tout ce qui s'était passé. Yaïra l'écouta, puis dit « C'est bien que tu l'aies aidé. Il n'est jamais juste de regarder les autres de haut. La vie peut changer de manière inattendue. » Marie hocha la tête, sachant que sa gentillesse avait fait une différence, non seulement pour Sophia, mais aussi pour elle-même. En fin de compte, l'histoire nous enseigne que le véritable amour et la bonté viennent du cœur, pas de la richesse ou du statut. L'argent ne peut pas acheter un amour sincère, et il est important de valoriser les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils ont. Yaïra découvrit que son vrai bonheur venait d'embrasser l'amour et la compassion, plutôt que de se cacher derrière sa richesse. La gentillesse de Marie et sa volonté d'aider les autres montrèrent que prendre soin des gens est ce qui compte vraiment dans la vie. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec des amis et appuyez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci de nous avoir regardés et restez bénis.